Donc, nous entamons ce 12e réveil climat dans un moment tout à fait d'actualité, puisqu'il s'agit des élections présidentielles et de voir quelles sont les actions des fondations et du monde, je dirais, de l'économie sociale et solidaire par rapport à ces programmes. Donc, je donne la parole en introduction à Jean-Marc Pottrat, qui est délégué général du CFF. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Béatrice, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi fidèle à ces réveils climat matinaux. Je dois excuser notre président Benoît Miribel, qui est requis pour une réunion au ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la crise ukrainienne et donc il ne pourra pas venir ici pour vous accueillir et introduire ces débats. Donc, je vais tenter de le faire à sa place. Voilà, vous remercie bien sûr les intervenants pour évoquer ce sujet absolument stratégique qui revient tous les 5 ans. Mais évidemment, le climat n'attend pas et on ne pourra pas attendre 10 élections présidentielles pour qu'il soit pris à sa juste hauteur. Et donc, c'est tout l'enjeu de cet échange, de comprendre comment le secteur que vous représentez, et avec les intervenants qui nous ont fait le plaisir de bien vouloir intervenir, comment on peut faire, nous aussi, émerger cet enjeu du climat dans l'élection présidentielle. Quelles sont les pratiques des fondations ou les messages ou les actions portées par les fondations et le secteur de l'ESS pour faire reconnaître ce sujet. Et peut-être déjà, quelles sont les premières réactions éventuellement de vos interlocuteurs respectifs dans le cadre de cette élection, confirmant ou pas cette prise en compte à son juste niveau. Voilà, donc sans plus attendre, je repasse la parole, je crois, à Sandrine, si je ne me trompe pas, qui nous fait le plaisir, comme quasiment chaque réveil climat, d'animer cet échange. Et donc, je vous souhaite un très bon réveil climat. Merci. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous et à tous. Et donc, effectivement, Jean-Marc, comme tu l'as indiqué, nous sommes dans une grande actualité. Une actualité très grave avec l'Ukraine, mais aussi une actualité très importante avec le contexte du climat. On rappelle la sortie du 6e rapport du GIEC qui nous a encore alertés sur l'urgence climatique. Et je pense que Bettina, qui est une des intervenantes, Bettina Laville, nous en touchera 2 mots. Et ce qui est important aussi, que je voulais souligner, c'est que les scientifiques se mobilisent sur ces questions-là. Bien sûr, nos acteurs dans le monde de l'ESS, dans le monde des fondations, vont en parler. On va avoir nos 4 témoins de ce matin. Mais je voulais juste aussi insister sur le fait que près de 1400 scientifiques, dont Valérie Masson-Delmotte, se sont mobilisés le 1er février en rédigeant aussi une tribune d'alerte sur France Info pour alerter sur le fait qu'effectivement les sujets du climat et les sujets de la biodiversité sont éminemment absents ou insuffisamment traités par les différents candidats pendant cette campagne. Alors, sans plus attendre, on va donc, sur le slide suivant, découvrir l'ensemble de nos intervenants ce matin qui ont la gentillesse d'intervenir. Si on peut faire avancer le slide. Merci, Paco. Donc, nous allons accueillir Bettina Laville, la présidente du Comité 21, une grande association dans le développement durable qu'elle présentera tout à l'heure, ainsi ensuite que Marthe Copé, responsable des affaires publiques et de l'animation des réseaux pour la grande fédération ESS France. En 3e invité, nous accueillerons Éric Yapoudjian, le directeur général de la Fondation de l'Armée du Salut, ainsi que Florence Bernard, qui est la directrice qualité, gestion des risques et RSE de cette fondation. Et enfin, Amandine Le Breton, qui est la directrice plaidoyer et prospective de la Fondation pour la nature et l'homme, que nous avons déjà invitée sur d'autres réveils climat dans d'autres circonstances, mais là aussi, un beau sujet à partager avec vous sur lequel la FNH est impliquée aujourd'hui. Sans plus attendre, puisque nos réveils climat, c'est aussi la politesse du temps, je vais tout de suite céder la parole à Bettina Laville, que je remercie encore d'être avec nous ce matin. Elle a un agenda de dingue cette semaine et elle va même devoir nous quitter à 9h15 puisqu'elle anime un atelier pour la région sur Nord. Voilà, Bettina, c'est à toi. Merci beaucoup Sandrine et merci à tous de votre invitation. Alors, le Comité 21 n'est pas une fondation, je le regrette tous les jours, et après tout, l'avenir est ouvert, mais est une association qui a bientôt 30 ans, qui a été fondée par
3 dames, dont moi-même, et j'étais la plus petite, si j'ose dire, puisque c'était Simone Veil et Huguette Bouchardot, après la conférence de Rio, pour porter ce qu'on appelait l'agenda 21, c'est-à-dire en fait le programme qui suivait la conférence de Rio sur notre pays, comme d'ailleurs dans tous les pays. Moi, en fait, je ne l'ai pas présidée pendant très longtemps. Je la préside depuis 6 ans maintenant, enfin un peu moins de 6 ans. Et nous sommes à peu près 500 acteurs du développement durable, groupés en 5 collèges. Vous les avez dans le slide, les collectivités locales, les entreprises, les associations, les établissements d'enseignement supérieur et depuis 3 ans, nous avons un collège citoyen. Nous avons le plaisir d'avoir Sandrine comme vice-présidente, d'ailleurs extrêmement active et très, très engagée sur toutes sortes de sujets. En fait, nous avons des établissements au niveau régional. On en a un historique, si j'ose dire, c'est le Grand Ouest. Et nous sommes en train d'en constituer dans le sud, sud-est, sud-ouest en l'occurrence, qui seront, j'espère, totalement actifs en 2023. Alors, évidemment, depuis l'après-Rio, beaucoup de choses se sont passées, trop peu en même temps, je veux dire, ça dépend d'où se porte le regard. Et nous avons, en l'occurrence, toutes sortes de programmes au comité 21. Et bien entendu, nous avons une tradition qui est de suivre toutes les COP et toutes les conférences biodiversité, parfois d'autres, en faisant des notes et en alimentant le public par rapport à des analyses, et nous avons été présents à toutes les COP. En fait, nous avons toutes sortes d'axes par rapport à la demande de nos membres. Enfin, nous avons 5 grands axes. Nous faisons des travaux de prospective. Il y a 2 ans, nous avons publié un rapport qui s'appelait La Grande Transformation, avec un certain nombre de propositions. Nous avons aussi, à partir de ces propositions, des documents, par exemple celui qu'on vient de sortir, c'est celui sur la sobriété, dont nous sommes heureux, je dois le dire, parce qu'on est arrivé à analyser en même temps les points de sobriété indispensables tant dans la vie individuelle que dans la vie collective, que dans la vie des associations. Nous sommes extrêmement engagés dans les objectifs de développement durable, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous demande de m'excuser parce que nous avons toute une journée du nord de l'Aquitaine qui se passe malheureusement en visio, mais à partir de la ville de Niort, et donc je dois ouvrir avec le maire de Niort cette journée à 9h20 à peu près. Nous avons publié 3 documents importants là-dessus, en particulier un guide pour les collectivités locales. Nous avons aussi un axe très important qui est l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Nous avons commencé en 2016 par la publication d'un livre avec le CNRS. Nous savions bien que malheureusement, l'adaptation allait prendre un sens très particulier puisque l'atténuation peinait à se cantonner dans les prévisions au fameux 1,5 degré qu'on ne doit pas dépasser. Nous allons le dépasser, nous le savons bien, il faut regarder les choses en face. Et l'adaptation qui, en fait, dans le premier texte de la Convention climat, parlait déjà à toutes les personnes qui s'occupaient du climat en disant qu'il fallait atténuer, si bien qu'on aurait le temps de s'adapter. Cette période est révolue, on a perdu beaucoup de temps. Et donc maintenant, et d'ailleurs à la COP à Glasgow, l'adaptation a été au centre des débats. Et donc, nous avons des programmes et nous publions d'ailleurs à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine un décryptage du rapport dont Sandrine a parlé, qui est le très important rapport du GIEC, qui était d'ailleurs annoncé comme un rapport sur l'adaptation et qui est un rapport sur atténuation et adaptation ensemble. Et ça, je suis très contente parce que je crois qu'il ne faut absolument pas les opposer, il faut les décliner ensemble. Nous avons également beaucoup de programmes sur la responsabilité sociale et environnementale et nous avons publié beaucoup de documents sur les parties prenantes.
Et enfin, nous accompagnons les entreprises et les collectivités locales, mais beaucoup les collectivités locales. Alors, nous avons effectivement, Sandrine en a parlé, publié cette semaine, donc c'est très bien qu'on puisse les développer auprès de vous. Nos propositions, alors ce n'est pas des propositions, regardez le titre, les priorités. En fait, si vous voulez, tous les organismes publient des propositions et toutes sont extrêmement intéressantes. Les candidats publient leurs propositions sans avoir attendu d'ailleurs très souvent les propositions de la société civile et après il faut les ajuster. Donc en fait nous avons choisi il y a déjà 3 mois de réaffirmer nos priorités en les mettant dans le contexte présidentiel, c'est-à-dire qu'en disant, ben voilà, il y a des choses qui sont absolument incontournables pour nous, Comité 21, et par rapport au regard que nous avons sur la société française. Alors, comme vous êtes Déclic Climat, et d'ailleurs, je me permets vraiment de vous féliciter de cette initiative, parce qu'en plus, Réveil Climat, ça me plaît beaucoup, si vous voulez, parce que vraiment, il faut se réveiller. Donc, c'est certes un rendez-vous, mais c'est également symbolique. Je vais peut-être en choisir Merci 3. beaucoup, Bettina, c'est très gentil. Je vais en choisir 3 peut-être qui sont un peu plus portés sur les affaires climatiques, en l'occurrence. Et je crois que ça, c'est vraiment une proposition qui nous tient à cœur. Nous l'avons intitulée « Rendre le citoyen acteur de la transformation ». Alors ça, ce n'est pas simplement côté climat, c'est vraiment, nous avons repris le titre de notre rapport parce que nous savons tous qu'il faut beaucoup plus d'actions sur la citoyenneté et que nous avons un défi démocratique aujourd'hui extrêmement important qui d'ailleurs va… comment dirais-je, ça va être très intéressant de voir comment il change par rapport au drame qui se passe en ce moment en Ukraine, et ce qui va renforcer un sentiment de citoyenneté du pays européen pour la démocratie, et ce qui va donc du coup faire que les gens vont aux urnes ou pas. Voilà, donc ça c'est la première question. Pourquoi je le place par rapport au climat? Parce que finalement, un mouvement démocratique très important s'est fait autour du climat. Les Gilets jaunes, c'était autour de la taxe carbone. La deuxième proposition, et ça c'est quelque chose auquel on tient vraiment beaucoup, c'est la proposition 4, adopter et appliquer une politique vigoureuse de l'adaptation au changement climatique. Pour tout vous dire, au ministère de l'Environnement, dans la très importante Direction générale du climat, la DGEC, de l'énergie et du climat, vous avez à peine 5 personnes sur à peu près 400 fonctionnaires qui s'occupent d'adaptation. Or, aujourd'hui, on dit qu'il faut décliner adaptation et atténuation ensemble. Donc, nous sommes pour une loi cadre. De temps en temps, il faut des lois qui rassemblent les textes existants, mais qui en même temps se déploient très au-delà. Alors, ce sont les collectivités locales qui sont beaucoup responsables de l'adaptation, les entreprises, les acteurs de la société civile, mais il faut d'une part les encadrer et d'autre part susciter des actions vigoureuses là-dessus. Et par rapport au climat et par rapport à l'ensemble des activités, je citerai une proposition à laquelle je tiens beaucoup, qui s'appelle « Garantir la sécurité écologique, créer une instance des risques systémiques ». Alors, nous avons en France, par exemple, l'autorité de sûreté nucléaire, nous avons des dispositifs de sécurité, mais on a bien vu avec le Covid qu'il fallait créer des instances, ça a été le conseil scientifique, etc., tout de suite pour faire face à des crises. Or, nous allons être un siècle de crise. Et un siècle de crise, c'est pour ça qu'on dit systémique, un siècle de crise où il va falloir décliner tout en même temps. Et même les responsables de la sécurité civile en France disent que nous ne sommes pas assez armés. Nous avons des plans inondations, nous avons des plans catastrophes, etc. Mais nous n'avons pas de plan global. Et nous savons que le risque principal, c'est le risque systémique qui est évidemment, c'est pour ça que je le place aussi dans les actions climat, extraordinairement renforcé par rapport aux risques ou d'inondation ou de réchauffement, etc. Et donc, nous travaillons là-dessus. Il y a d'autres institutions qui
travail. Hier soir, j'ai vu la Croix-Rouge, qui d'ailleurs organise, je leur fais de la pub, vous voyez, ce soir, un séminaire aussi très intéressant là-dessus. Et pour conclure, parce que je sais que je ne dois pas dépasser mon temps, en l'occurrence, je voudrais vous faire remarquer que très engagés dans les objectifs de développement durable, nous avons classé toutes ces priorités par rapport aux ODD. C'est pour ça qu'à côté, vous voyez tel ODD, ODD. Et je voudrais conclure là-dessus parce que, justement, comme j'ouvre un séminaire sur les ODD, évidemment, je me pose la question, en ces temps de guerre, en l'occurrence, à quoi sert finalement la planification objective de développement durable? Vous voyez, puisque, voilà, alors non, parce que, alors je me posais cette question en me réveillant ce matin, ce n'était pas le déclic climat, mais c'était le déclic ODD chez moi, en me disant finalement, est-ce qu'on n'est pas engagé dans un plan chimérique, puisque tout va être bouleversé en Europe et finalement dans le monde, par la guerre avec ses malheurs et ses horreurs, par évidemment la transformation de l'approvisionnement énergétique, etc., etc. Et puis, il y avait un reportage d'un type absolument extraordinaire qui a recueilli une famille de 15 personnes ukrainiennes et qui demandait vraiment de l'aide. C'est une association finalement qui est assez connue, et il racontait à quel point tout le monde l'avait aidé pour soutenir ces Ukrainiens. Et moi, je me disais dans ma tête, ODD 16 et ODD 17. ODD 17, on a publié l'année dernière un document assez lourd là-dessus. Eh bien, ça veut dire que finalement, le message de l'ONU, même si on n'arrive pas au Conseil de sécurité à arrêter un conflit, le message de l'ONU, c'est quand même de dire, par rapport aux objectifs de développement durable, la solidarité internationale continue. C'est une très, très belle conclusion, Bettina. Merci infiniment. Sont affichés pendant la fin de ton discours quelques grands événements et quelques parutions du comité 21. Et effectivement, on retiendra cette notion de sécurité écologique, de crise systémique, et qui n'a jamais été aussi effectivement prégnante, avec cette ODD 16 de la paix. Et c'est très important parce qu'au sein de la CFFC, nous sommes très vigilants sur l'utilisation de ce référentiel des ODD. Nous avons même un groupe de travail sur la question. Merci beaucoup, Bettina. Alors, nous allons enchaîner sans plus attendre avec ESS France, Marthe Copé, donc le responsable des affaires publiques et animation de réseau. Il y a eu aussi du côté de l'ESS France tout un travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc déjà, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir ce matin, surtout que nous avons publié notre plaidoyer hier soir. Donc vous avez, je crois que vous êtes la première intervention que je fais sur le contenu du plaidoyer de ESS France. Donc c'est évidemment important. Peut-être pour revenir sur quelques éléments généraux avant de rentrer dans le cœur du sujet, ESS France, c'est la tête de réseau de l'économie sociale et solidaire, la voie de référence de l'économie sociale et solidaire. Elle rassemble l'ensemble des mouvements nationaux de l'économie sociale et solidaire qui se structurent soit autour des différents statuts de l'ESS, donc par exemple le Centre français des fonds et fondations qui représente les fondations et les fonds dotation au sein de ESS France, mais également la Mutualité française, le mouvement associatif, les coopératives, etc., ainsi que des mouvements transversaux de l'économie sociale comme l'ESPER qui travaille à la sensibilisation auprès des jeunes, ou encore l'UDES qui représente les employeurs de l'ESS. Et elle rassemble depuis 2020 également tout le secteur de l'insertion, ainsi que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Ce sont au total 33 organisations qui composent ESS France et qui lui donnent et sa force et sa représentation. Et depuis la loi de 2014, ESS France, ou Chambre française de l'économie sociale et solidaire, est agréée par l'État dans le cadre de la représentation des acteurs de l'économie sociale dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Voilà pour ESS France. Elle a vocation, ESS France, à la fois porter la voix de l'économie sociale et solidaire, mais également la construire et puis développer l'ESS jusque dans les territoires en animant et coordonnant les chambres régionales de l'ESS. Je veux bien qu'on avance. Donc, moi, je m'occupe plus précisément des affaires publiques. On a dans cette séquence du plaidoyer un temps important lié à l'élection présidentielle. Évidemment, ce n'est pas un temps anodin et ESS France a beaucoup de choses à dire dans cette séquence. On ne pourra pas aujourd'hui écrire l'ensemble de la feuille de route attendue pour l'ESS pour les 5 prochaines années. L'économie sociale n'est pas un secteur d'activité, elle est présente dans
l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, si on voulait faire un plaidoyer extrêmement sérieux, on devrait décliner l'ensemble de nos propositions dans le secteur du commerce, dans le secteur du transport, dans le secteur de la distribution, dans le secteur de l'agriculture, etc., etc. Et évidemment, dans chacun de ces secteurs, l'économie sociale a des choses à dire, est présente et est un modèle qu'il faut entendre. Côté ESS France, on a fait le choix plutôt de donner une trame générale, transversale, et d'interpeller les pouvoirs publics et les prochains candidats à l'élection en leur rappelant l'apport de l'économie sociale dans les transformations qui peuvent exister au sein de la société. L'économie sociale apporte déjà une vraie visibilité et surtout une vision de la démocratie et de la façon dont les citoyens participent aux activités productives, participent à l'activité économique de manière générale et sont en mesure aussi d'innover à l'échelle des territoires via des initiatives citoyennes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'économie sociale porte de manière générale une volonté de répondre aux différentes injonctions qui sont fixées à l'entreprise aujourd'hui. On le voit, l'entreprise doit être socialement irréprochable, elle doit pouvoir s'impliquer dans les questions écologiques, elle doit pouvoir à la fois aussi être rentable et pouvoir se développer, produire de l'emploi, bien rémunérer ses salariés, rémunérer correctement ses fournisseurs, contrôler sa chaîne de production. Donc, il y a énormément d'objectifs que l'entreprise doit remplir et sur lesquels elle a la responsabilité de remplir. Et il est vrai que l'ESS interroge les entreprises qui sont gouvernées par une seule personne, un seul humain, ou alors par un objectif d'actionnariat, et propose une autre voie, une voie plus collective autour d'une gouvernance partagée et puis d'une orientation des excédents vers le développement de l'entreprise qui permet en fait de faire en sorte que l'objet de l'entreprise, non pas que ce soit juste une mission qui s'ajoute à son objet, mais que l'objet même de l'entreprise vienne consigner un certain nombre d'objectifs qu'elle doit remplir, à la fois économique, social, environnemental, etc. Et le seul moyen d'aller dans ce chemin, c'est vraiment d'avoir une gouvernance partagée collective qui ait un sens désintéressé et que ça permette de remettre au cœur de l'entreprise l'objectif de sa contribution aux différentes facettes du progrès, disons-le comme ça, social, écologique, environnemental, citoyen et démocratique. C'est en ce sens qu'on a publié nos raisons d'agir en décembre dernier et qui traversent l'ensemble de l'économie sociale et l'ensemble des sujets. Donc, vous retrouverez dans le plaidoyer toutes les propositions qu'on fait sur les questions économiques, sociales, démocratiques, européennes et internationales. Mais aujourd'hui, je vais précisément me concentrer sur toute une partie qui est sur la transition écologique, puisque nous avons des choses à dire sur la transition écologique. Et peut-être une toute petite parenthèse avant de rentrer dans le fond de ces propositions. ESS France a, depuis 3 ans, développé un programme d'action autour de la transition écologique, à la fois à destination aux entreprises de l'ESS qui ont pour cœur de métier les activités autour de la transition écologique. Pour rappel, l'ESS est précurseur, voire extrêmement implanté dans le secteur de la transition écologique. Je vous donne un exemple, 63% des emplois chez les structures qui font du réemploi de biens ménagers sont de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie circulaire est historiquement un espace dans lequel l'ESS a toujours fait un certain nombre de propositions, notamment sur la prévention de la production des déchets via la réutilisation, la réparation. Donc ça, c'est un exemple, mais donc on a un certain nombre d'activités autour de ça, et vous pourrez retrouver notre carte interactive qui rassemble l'ensemble des acteurs qui s'appelle Carte Éco. Autre programme dans lequel on a la transition écologique, c'est l'amélioration des pratiques des entreprises de l'ESS autour de la transition écologique. Évidemment, c'est extrêmement important. Nous avons au sein de l'ESS un guide des bonnes pratiques qui propose un certain nombre d'orientations pour la transition écologique et que nous animons et nous publions régulièrement des bonnes pratiques, des outils pour faire évoluer la transition écologique dans les entreprises qui n'ont pas pour cœur d'activité ce secteur. Pour rentrer maintenant dans le fond des propositions autour de la transition écologique que nous n'avons pas construit seuls, on l'a construit avec un certain nombre d'organisations dont le cœur de métier est la transition écologique, avec par exemple Emmaüs France, avec le réseau et la fédération Envie, avec le réseau national des ressourceries, avec la FUB, la fédération des usagers de la bicyclette, voilà, avec plein d'organisations qui ont pour cœur de métier cette transition écologique et qui portent par ailleurs chacun dans leur secteur, dans l'énergie, avec Enercop, dans l'énergie, dans l'économie circulaire, dans l'agriculture, un plaidoyer fort pour avoir une transition écologique qui soit sociale et solidaire et au service d'une sobriété heureuse, disons-le comme ça, c'est-à-dire que nous portons une vision globale de cette sobriété, tant dans la production que de la consommation, mais pas une sobriété qui réduit le champ des possibles, au contraire une sobriété qui améliore les conditions de vie, qui améliore
la situation collective, qui rend notre alimentation meilleure, qui rend notre air plus pur, qui rend notre logement plus agréable, en tout cas une sobriété qui montre un chemin vers le progrès et pas une sobriété qui réduit ce champ-là. On a produit 5 orientations que je ne vais pas vous détailler en entier, mais peut-être vous donner les grands enjeux de ces orientations. Vous pourrez retrouver notre plaidoyer en ligne, c'est vraiment ultra facile, il suffit de taper ESS France. Il est à la une de notre site internet et de nos réseaux sociaux, donc ce sera une façon pour vous d'aller voir le détail. Premier axe, c'est évidemment la question de l'agriculture. Et derrière l'agriculture, la question aussi de l'alimentation. On l'a vu pendant la crise sanitaire, la question de l'autonomie française sur la production agricole est évidemment extrêmement importante. On a un départ des agriculteurs qui est énorme dans les années à venir. Je crois qu'on estime que d'ici 10 ans, un agriculteur sur 2 partira à la retraite. Donc, il y a évidemment extrêmement un enjeu de renouveler le secteur agricole et aussi dans ses pratiques. Évidemment, il y a eu énormément de choses sur la conversion au bio, sur la transition du modèle agricole, mais on continue à faire des propositions, notamment pour l'installation de jeunes agriculteurs sur des pratiques agricoles responsables, permettant à la fois d'avoir des exploitations plus petites, plus responsables et qui permettent réellement un changement des pratiques agricoles. On le fait beaucoup en lien avec l'organisation qui s'appelle Terre de Liens, et vous avez leurs chiffres, ils ont le capital de cette foncière est quasiment de 81 millions d'euros et ils s'occupent de réinstaller des agriculteurs. Mais vous savez, c'est extrêmement compliqué. Les cadres législatifs et réglementaires sont très compliqués. Et donc, on fait un certain nombre de propositions et techniques et politiques pour pouvoir avancer, notamment autour d'une grande loi foncière permettant la réinstallation de jeunes agriculteurs. Deuxième proposition, c'est la question de l'économie circulaire. L'ESS a une expertise énorme sur ce sujet. Vous connaissez souvent les ressourceries, les recycleries que vous voyez dans votre territoire. En réalité, les réseaux qui s'occupent et du recyclage et du réemploi sont assez énormes. Avec la loi AGEC, et la loi Climat et Résilience, il y a eu aussi un certain nombre d'objectifs de réemploi qui ont été fixés dans chacune des filières REP. Et nous faisons des propositions avec les acteurs spécialisés de l'économie circulaire, à la fois pour réinterroger ce qu'on appelle les éco-organismes. Vous savez, à chaque fois que vous achetez une machine à laver, vous payez une éco-contribution. Cet argent-là est collecté par un organisme qui s'appelle l'éco-organisme et qui vient financer les acteurs qui s'occupent de la fin de vie de votre produit. Sauf que qui composent les éco-organismes? Que les mettants en marché, donc ceux qui ont intérêt à continuer à consommer. Nous souhaitons réformer ces éco-organismes pour laisser plus de place aux acteurs qui s'occupent de la fin de vie des produits et faire en sorte qu'on puisse changer la façon dont on produit, dont on met en marché et la conception même de la gestion de ce recyclage et de ces réemplois. Troisième grande proposition, opérer une transition énergétique. Alors là, c'est au cœur de l'actualité. La transition, l'augmentation du prix de l'énergie qui était bien antérieure à la crise ukrainienne. On a tendance à mettre tout ça sur les derniers mois, mais ce n'est pas vrai. La facture des Français n'arrête pas d'augmenter sur ce sujet. Et puis là, la crise du gaz continue à interroger. Évidemment, l'énergie est basée et le changement du modèle énergétique a beaucoup évolué en France grâce à l'énergie citoyenne, grâce à la construction de collectifs citoyens à l'échelle des territoires. Marc, je suis désolée de t'interrompre, mais on va avoir un petit moment de délai de retard. Il faudrait juste un petit peu avancer sur la 4e et la 5e, parce que je vois le temps filer. Merci beaucoup, Pas de Marc. souci. Donc, je disais juste appui sur l'énergie citoyenne, notamment autour du solaire et d'autres formes d'énergie. Et puis, les deux autres leviers sur lesquels je comptais aller un peu plus vite. Évidemment, la question des mobilités durables et du renforcement de la pratique du vélo. On le voit aujourd'hui avec le confinement, il y a eu énormément de changements de pratiques de mobilité, le télétravail l'encourage. Et puis, dernière chose, évidemment, les outils de financement, notamment autour de la commande publique. La loi AGEC et la loi Climat et Résilience ont fixé des objectifs importants en termes de commande publique et il s'agit d'avoir des clauses environnementales et sociales qui soient quasiment systématiques dans les marchés publics pour renforcer cette pratique-là et le positionnement des acteurs de l'ESS dans la commande publique. Vous pourrez retrouver l'ensemble des autres plaidoyers et plus détaillés en fait, de chacune des organisations. Je crois que dans la dernière slide, voilà. Il y en a plein d'autres sur notre site internet. Super, merci beaucoup. On voit que ça bouge, on voit qu'il y a du collectif. Évidemment, l'ESS, les fondations sont dans l'ESS. Tu citais tout à l'heure Terre de Liens, dont la fondation d'ailleurs est signataire de la CFFC. Voilà, donc c'est bien et les choses avancent. Alors, sans plus attendre, il se passe aussi beaucoup de choses du côté de la Fondation de l'Armée du Salut. Donc, Florence Bernard et Éric Yapoudian, auriez-vous la gentillesse de nous en dire un petit peu plus? On vous écoute. Très bien. On va vous présenter
Excusez-moi, en introduction, je vous demande simplement de m'indiquer quand vous souhaitez que je change de slide. Voilà, merci bien. Vous pouvez mettre déjà le premier slide si vous voulez. Bonjour, en tout cas, je voulais vous présenter très rapidement l'historique de la rue du Salut, qui a besoin d'être un peu plus connu. On est en France depuis 1881, vous verrez qu'on est un peu dans le monde. On a donc participé activement pendant la Première Guerre mondiale à l'accueil de soldats, et c'est d'ailleurs là que vous voyez apparaître le logo que vous avez à gauche. Au même titre que la Croix-Rouge, l'Armée du Salut allait sur les fronts, sur le front pour apporter, elle, du soutien en aide alimentaire, alors que la Croix-Rouge était essentiellement sur le soin. Voilà, je passe vite le siècle passé, même s'il y a des choses importantes. 1936, quand même, les soupes de nuit, c'était donc bien avant Emmaüs. Hein, on était déjà dans la rue à accueillir les personnes qui souffraient de la faim. Ensuite, on a connu et on a été mandaté par le gouvernement pour rapatrier les dizaines de milliers de bagnards à la fermeture du bagne en Guyane. Et puis, on a participé activement à la création de la banque alimentaire en France, puisque en fait, la banque alimentaire avait son modèle américain. Et depuis 1994, les entités de la rue du Salut ont changé. Il y a eu la création de la congrégation de la rue du Salut, donc membre de la Fédération protestante de France, dans lequel il y a des milliers de personnes qui sont accueillies et qui peuvent bénéficier d'aide auprès des activités d'intérêt général. Et en 2000, l'association des œuvres de bienfaisance de la rue du Salut, qui gérait tous ces établissements, on en a un peu plus de 200 en France, est devenue fondation avec une reconnaissance d'utilité publique qui avait repris celle de 1931. Et aujourd'hui, la rue du Salut se décompose entre congrégation et fondation. On peut changer de slide, sachant toutefois qu'on travaille énormément sur l'international, mais ça, vous allez le voir. On peut changer de slide et passer sur… Voilà, sur celui-là, ce sont les personnes accueillies dans nos établissements. Donc, il y a à peu près 23 000 personnes qui, chaque jour, sont accueillies dans nos structures, de la naissance, puisqu'il y a des résidences maternelles, jusque malheureusement au décès lors d'accueil de personnes âgées en EHPAD. Peut-être que je pourrais finir par la dernière, le dernier item. Non, restez sur l'autre. Le dernier item, il est très étonnant, ce sont la recherche des personnes disparues dans le monde entier. Et nous retrouvons à peu près 30 personnes chaque année dans le monde, mais j'en parlerai peut-être tout de suite après. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On est plutôt vers les personnes démunies. 5200 bénévoles nous accompagnent et la Fondation de la rue du Salut représente 2800 salariés. Donc, voilà. Alors, on peut maintenant aller sur le dernier slide que je présente. Voilà où se trouve la rue du Salut. On est dans 132 pays. Et je voulais juste vous dire que, particulièrement sur cette guerre en Ukraine, on est à la fois en Ukraine, mais également en Russie. Et bien sûr, comme on est en Pologne, en Moldavie et en Roumanie, actuellement, nous sommes sur des appels de fonds financiers, sur des dons en nature et des aides qui donc sont tournés à la fois sur les lieux de guerre, mais ensuite sur ces territoires qui accueillent aujourd'hui ces millions, puisque maintenant, on a appris qu'il y avait à peu près 2 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays. Et en France, mais je vais m'arrêter là, nous accueillons actuellement plusieurs centaines d'Ukrainiens et de familles, principalement des femmes avec enfants, dans ce travail. Je finirai juste, avant de laisser la parole à Florence Bernard, de dire que la stratégie de la Fondation vient d'être revue pour les années 2022-2026 et que le développement durable, la responsabilité sociétale et environnementale est un axe majeur que la rue du Salut va apporter. Voilà. Alors, je prends la suite. Donc, l'ambition de la Fondation de l'Armée du Salut, vous l'avez compris, c'est de protéger les plus fragiles. Et c'est pour cela que le 1er mars, nous avons proposé nos 20 propositions pour un monde parfait. À chaque élection présidentielle, en fait, nous interpellons les candidats à travers des propositions que nous adressons à chacun d'entre eux et nous leur demandons les réponses qu'ils entendent apporter s'ils sont élus. Nous le faisons aussi pour les élections municipales. Traditionnellement, notre fondation se positionne plutôt dans l'action.
plus dans l'action que dans la prise de parole, mais voilà, il me paraît très important de remonter les choses qui heurtent nos équipes sur le terrain. Et donc le terrain que nous arpentons depuis plus de 140 ans. Donc, ce que je vais faire ce matin, c'est vous parler parmi ces propositions de celles qui sont en lien avec nos enjeux du matin, les enjeux du climat et de manière plus générale, les sujets environnementaux. Et donc, ces propositions viennent vraiment du terrain et les équipes de terrain nous le disent, elles observent de plus en plus de mutations dans leur travail au quotidien. L'action humanitaire qui était jusque-là plus réservée aux pays en développement devient très prégnante et devient une actualité pour ces équipes. Il y a quelques années en arrière, on ne recevait pas autant de personnes migrantes. C'est de plus en plus le cas. Et ces personnes migrantes qui sont touchées dans leur vie et poussées par l'exil, quand elles donnent les raisons de leur exil, alors à côté des raisons de pauvreté, d'instabilité politique, de guerre, de non-respect des droits humains, elle remonte de plus en plus le sujet des phénomènes climatiques extrêmes comme un facteur aggravant toutes les autres raisons qui existent par ailleurs. Deuxième élément, et au-delà de l'observation que nos équipes peuvent faire, c'est que la Fondation, on parlait d'adaptation, Bettina Laville parlait de l'importance de l'adaptation. La Fondation est actrice de fait de cette adaptation. Les équipes sur le terrain ont modifié leur façon de travailler. Il y a eu une vraie prise de conscience et elles ont donc adapté leur pratique professionnelle pour répondre à des besoins nouveaux. D'un accompagnement social, elles ont évolué vers un accueil et des soins apportés à des personnes exilées. Donc, ça relève de plus en plus de l'humanitaire. Alors, il y a les flux migratoires, mais encore plus récemment, le Covid est venu s'ajouter, est venu tester nos capacités d'adaptation. Alors, on n'est pas complètement sur le sujet du climat, mais l'origine est quand même probablement l'activité humaine, donc on peut faire un parallèle. Et la crise humanitaire a entraîné un besoin d'aide alimentaire très fort. Et là encore, nous avons dû trouver des solutions humanitaires de distribution alimentaire. Alors, Eric vous a dit que les soupes de nuit, c'est quelque chose de très ancien à l'Armée du Salut. Mais là, très, très rapidement, nous avons dû mettre en place des solutions, aller dans les quartiers, dans les squats, très près de nous, en périphérie parisienne, là où auparavant, il y avait une économie informelle qui permettait à toute une frange de la population de vivre en marge de la société dite classique, et que la crise a laissé subitement sans ressources. Il y a eu un effondrement de cette économie informelle. Et là, encore, nous avons fait montre d'adaptation à l'aide des nombreux bénévoles qui soutiennent nos équipes également. Donc, la Fondation fait cette demande aux candidats de prévoir vraiment un grand plan d'adaptation, de solutions humanitaires de grande échelle pour répondre aux bouleversements en cours et à venir. Il y a encore un autre exemple de crise qui s'ajoute. Parce que l'adaptation, elle est actuellement insuffisante de la part des autorités publiques. Et des innovations sociales sur le terrain, elles existent, elles sont mises en place, mais elles doivent pouvoir être déployées et financées à un niveau national. Si vous pouvez passer, non, c'est la dernière slide. La dernière, absolument. L'autre idée forte, en fait, parmi les propositions de la Fondation et qui a un lien avec l'environnement, ça va être plus sur le travail de l'atténuation. Et c'est de dire que les candidats doivent penser la transition écologique comme une réponse tout particulièrement à destination des personnes les plus démunies. Que ces solutions soient mises en œuvre en pensant d'abord à nos publics du secteur social et médico-social et également donc humanitaire, puisque ça s'est élargi, parce que ce sont eux les premières victimes de la dégradation de l'environnement, avec en vrac les problématiques d'accès à l'eau, d'accès à une alimentation saine et locale, les difficultés d'accès à trouver un abri, tout simplement, à trouver des lieux de répit lors des périodes d'extrême chaleur qui vont se multiplier, qui existent déjà. Et puis, bien sûr, il y a toutes les difficultés d'accès aux soins pour ces personnes qui subissent les premières
les effets d'un mauvais logement, d'une absence de logement, d'une alimentation de faible qualité, etc., etc. Et enfin, toujours dans l'idée de l'atténuation, une demande qui est de plus en plus forte de la part du secteur social et médico-social, c'est que celui-ci puisse s'engager vraiment et pleinement dans la transition écologique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, tout le secteur est financé par l'État ou par les conseils départementaux, mais aucun crédit n'est alloué à la partie de la transition écologique. Si on veut rénover des bâtiments, on n'a pas de temps. Ces financements sont vraiment cloisonnés. C'est très juste, Florence, cette remarque, effectivement, au niveau des bâtiments. Et je me permets juste, on a malheureusement le compteur qui tourne. Il va falloir peut-être arriver tout doucement vers la conclusion. Merci. Les propositions d'un côté d'adaptation, de structuration des d'adaptation. Il y a un micro qui est acteur de cette transition et pour l'instant, on ne nous en donne pas les moyens. Voilà les propositions et ce sera ma conclusion. OK. Merci infiniment et je crois qu'on est tout à fait en phase avec ce que vous avez développé avec Eric. Merci infiniment. Nous passons à notre dernière intervenante de la matinée, puisque la parole est à Amandine Le Breton pour témoigner en tant que directrice du plaidoyer de la prospective au sein de la Fondation pour la Nature et l'Homme qu'on appelle la FNH. Amandine, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous et merci pour ce moment ce matin et ce réveil climat. Et merci de donner la parole à la FNH sur ce sujet. Quelques mots sur la Fondation avant de passer au sujet spécifique des élections présidentielles. Donc, la Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 90. On a 3 métiers aujourd'hui. Le métier du soutien à l'action, avec des programmes d'engagement du citoyen au niveau individuel et collectif, le métier de la mobilisation du grand public historique chez nous, avec la pédagogie sur les enjeux de transition écologique et sociale, et puis un métier de plaidoyer et de prospective qui a été créé, qui a pris corps à partir du pacte écologique et du Grenelle de l'environnement. Et est-ce qu'on peut revenir juste à la slide précédente, s'il vous plaît? Et c'est dans le cadre de ce plaidoyer prospectif que, évidemment, la Fondation s'engage pleinement à faire des propositions sur la transition écologique et sociale. Donc, depuis 2017, on est très investi sur les enjeux des solidarités au pluriel. Et cet engagement, il a pris corps à travers différentes choses, à travers l'engagement de la Fondation à renouveler l'ambition autour de son think tank, à faire des rapports et des études pour proposer des feuilles de route sur ces enjeux de transition écologique et sociale, mais aussi son engagement très fort depuis ses débuts dans le pacte du pouvoir de vivre. Donc, en effet, si vous voulez passer à la slide suivante. Donc, le pacte du pouvoir de vivre, c'est un collectif qui a été créé en 2019, suite aux places de la République, par 19 organisations qui, finalement, par leur diversité, ces 19 organisations, témoignaient déjà d'un souhait de convergence. La force et l'empreinte du pacte du pouvoir de vivre, c'est d'avoir associé des ONG environnementales comme la FNH, mais il y a aussi FNE, le RAC, parmi d'autres évidemment. Donc des ONG environnementales, des syndicats, des associations de lutte contre la pauvreté, des associations étudiantes, des mutuelles. Donc cette force de la diversité était un message en soi, signifiant qu'on avait besoin d'une convergence concrète au-delà des mots sur les enjeux de transition écologique et de justice sociale. Ce collectif, il a fait du chemin puisqu'aujourd'hui, on est plus de 60 organisations, même plus de 65 organisations qui avons pour ambition de peser collectivement, en plus de nos engagements propres, sur les décisions publiques. Ça passe par un certain nombre d'activités. Donc, je vais détailler tout à l'heure celles ayant pour cadre les élections présidentielles. Mais évidemment, depuis 2019, on travaille à construire ces propositions, ce qui est un chemin en soi, puisqu'on a besoin de co-construire, de co-évoluer, puis de co-porter les choses. Et ça, c'est aussi du temps long et c'est admettre ce temps long. Donc, travailler ensemble, porter ensemble des propositions, donner les moyens à des groupes locaux de faire vivre leur travail aussi, puisqu'aujourd'hui, il y a 35 groupes locaux du pacte du pouvoir de vivre, je les appelle les bébés pactes, mais c'est vraiment voilà, cette idée, ce besoin de convergence aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et puis évidemment, représenter la société civile
en termes de collectif, mais aussi pour montrer qu'on est à la fois force d'expertise et d'expérience. Et ça, à la fois à travers la crise de la Covid, évidemment, cette crise aiguë en Ukraine, mais et de manière très évidente et historique, la crise climatique, on est chacune et chacun fort d'une expertise qu'on peut mettre au service des institutions, des politiques publiques, et c'est bien l'état d'esprit dans lequel on travaille. Si on peut passer sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, dans la perspective des élections présidentielles, on a souhaité réinitialiser une réflexion sur les propositions. On en avait fait 66 en 2019, on en a aujourd'hui 90. Alors évidemment, au-delà du nombre des propositions, la force qu'on a voulu donner à ce travail, c'est d'une part de réinterroger nos propositions initiales à l'aune de la crise de la Covid, qui a accentué les enjeux d'inégalité, qui n'a pas accentué les enjeux du changement climatique, qui se sont malheureusement accentués d'eux-mêmes. Et donc, on a une convergence des crises encore plus aiguë, évidemment, qu'il y a 3 ans. Donc, ces 90 propositions forment un tout. C'est toujours une difficulté de devoir raconter un bloc aussi fort, mais justement, ne pas rentrer dans la superposition des propositions est aussi un enjeu qu'on a voulu porter collectivement. Et donc, finalement, elle se résume autour de ces 4 axes. Une société qui prend soin, qui protège et qui accompagne. Ça, c'est par exemple, encore une fois, mais je vous invite à regarder les 90 propositions, c'est par exemple la mise en place d'un revenu minimum garanti basé sur le 50% de revenu médian, mais surtout ouvert aux plus jeunes, puisque la jeunesse a particulièrement souffert de ces dernières années et malheureusement devrait souffrir aussi particulièrement des prochaines. Donc, ouvrir aux moins de 25 ans l'accès au revenu minimum garanti, c'est une proposition très forte du pacte. On a aussi un axe sur la transition écologique juste qui crée de l'emploi dans le territoire, avec toujours ce souci d'associer la transition et un bénéfice concret pour les citoyens et les salariés. Ça touche les sujets de rénovation, les sujets d'agriculture. Marthe en a parlé tout à l'heure, avec le développement de l'agroécologie, le maintien et le développement de l'emploi agricole dans les territoires, et puis l'accès à tous et toutes à une alimentation saine, et en particulier dans les cantines, ce qui est un sujet particulièrement cher à la FNH, puisque les cantines, c'est 8 millions de repas par jour dans les écoles, mais aussi les EHPAD, les hôpitaux, les entreprises, et donc c'est un sujet qui nous concerne tous, et on peut vraiment rendre accessible des repas sains au plus grand nombre et à un coût accessible. Le 3e axe, ce sont des investissements publics et privés à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est clairement une dimension transversale, mais à côté de laquelle on ne souhaitait pas passer, puisqu'il n'y aura pas de transition écologique sans investissements majeurs, publics et privés dans cette transition, des investissements à la fois massifs, mais aussi durables. Et donc se posent les questions des règles du jeu qui nous permettent spécifiquement d'investir dans la transition écologique et sociale, donc des règles du jeu au niveau français. Donc, il y a les sujets de fiscalité, par exemple, mais aussi au niveau européen, comme la réforme des règles budgétaires européennes qui cadrent ces sujets d'investissement et de dette. On a su remettre en cause ces règles au niveau européen dans le contexte de la crise, dans le Covid, dans le contexte de la crise ukrainienne. Se pose la question de changer ces règles pour se donner les moyens d'agir durablement et d'investir dans la rénovation thermique, dans l'agriculture, dans l'énergie, dans les transports. Et enfin, un sujet transverse à l'ensemble de nos organisations, c'est la question démocratique qui doit nous interroger. Ces dernières années n'ont pas été à la hauteur de ce dont on aurait besoin vu les enjeux que nous avons devant nous, et le pacte du pouvoir de vivre interroge particulièrement ce sujet, et en particulier sur ma dernière slide, j'y reviendrai dans le cadre des discussions avec les candidats à l'élection présidentielle. Donc peut-être la dernière slide, s'il vous plaît. Voilà, donc on a décidé, fort de ces propositions et de ce travail, de partir en campagne. Alors, on n'a pas de candidat, on a un projet. Et l'idée, c'était de valoriser ce projet avec un lancement dans les médias le 5 novembre par une matinale pour montrer que la société civile, une part de la société civile qu'on représente, souhaite que les préoccupations des Français, qui sont présentes dans tous les sondages, soient réellement au cœur de la campagne et qu'on puisse discuter, échanger et débattre autour des sujets que je viens d'expliciter à l'instant.
Donc, on a à la fois fait une opération de médias, on a analysé par exemple la place des enjeux de climat, de justice sociale, de travail dans le débat des Républicains qui avait lieu en novembre. Pour lier la petite histoire, 3% du temps de parole des débats des Républicains était consacré au sujet climatique. Et donc faire valoir qu'en effet, on avait besoin de ces espaces de débat. Et puis évidemment, il y a un contexte plus aigu récemment qui fait que c'est d'autant moins facile, même si ces sujets d'indépendance énergétique, mais aussi de pouvoir d'achat, d'accès aux besoins essentiels va revenir très fort, et donc on doit en parler aussi de manière urgente. Et puis, pour finir, cette campagne, ça a été aussi la rencontre des candidats à l'élection présidentielle. Donc, on a rencontré Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, l'équipe La République En Marche, puisque Emmanuel Macron n'était pas candidat, et Fabien Roussel, à qui on a certes présenté nos propositions, mais à qui on a aussi posé une question, qui est un moteur de réflexion dans le pacte, qui est quel est, selon eux, l'exercice du pouvoir, leur vision de l'exercice du pouvoir dans les 5 prochaines années. Et ça part d'un constat qu'on a de manière partagée, qui est qu'on n'a pas collectivement, et notamment les pouvoirs publics et le gouvernement ces 5 dernières années, trouvé la manière de travailler avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires, dont on se considère, de comment on construit vraiment et on fait dialogue et on fait société autour des enjeux de transition qui sont extrêmement complexes. Et donc, on va devoir trouver les espaces démocratiques avec les citoyens, certes, mais aussi avec les corps intermédiaires qu'on est, pour pouvoir construire cette transition pas à pas. Donc ça a été une question qu'on a systématiquement posée aux candidats. Et puis enfin, pour vous donner aussi cette information, on organise une grande conférence qu'on appelle un meeting à Vaux-en-Velin le 15 mars, donc la semaine prochaine. Là, ce sera à la fois donc à Vaux-en-Velin, 500 personnes, mais aussi disponible en direct, pour parler des propositions du pacte, mais aussi à l'aune évidemment du contexte, encore une fois, de crise ukrainienne. Et on organise une émission sur Twitch le 24 mars pour présenter nos propositions. Merci beaucoup, Amandine. C'est très riche, la FNH est très dynamique, et tu le rappelais aussi, à juste titre, la jeunesse aussi est un sujet important qui vient compléter un peu ce panorama. Merci infiniment à toutes ces interventions dont on voit bien qu'elles sont en complémentarité, en synergie. Nous fonçons sur un temps questions-réponses parce que le temps, malheureusement, avance. Time flies, comme disent nos amis américains ou anglais. Alors, nous allons attaquer sur tout de suite des questions. Nous avons une petite remarque d'ailleurs de Sylviane qui expliquait qu'effectivement, la santé est aussi un des ODD importants et qui est concerné par toutes ces questions-là. On a une question de Pascal Acquaintance. Que pensez-vous de l'analyse de l'économiste Gaël Giraud, qui estime que la finance internationale est un acteur majeur du blocage des évolutions évoquées? Qui veut se coller à essayer de répondre à cette question très large? La finance internationale. Amandine, peut-être? Non? Oui, alors Gaël Giraud, qui est membre du conseil scientifique de la Fondation et qui est aussi président d'honneur de l'Institut Rousseau. Donc, ils ont fait un travail à l'Institut Rousseau sur la place de la finance. En effet, il y a un certain nombre de leviers à mobiliser, mais la question qui mobilise beaucoup de nos organisations, et ce que montre aussi Gaël, c'est au-delà des ambitions et des objectifs qu'on se donne, comment on se donne les moyens de les atteindre. Et c'est vrai que réinterroger les mécanismes et les règles de la finance est absolument essentiel, puisqu'il va falloir se donner déjà des règles collectives de partage de l'effort, mais aussi des règles collectives de fonctionnement pour financer la transition. Donc oui, il y a une réflexion profonde à avoir sur la finance qui n'est pas une réflexion qu'a le pacte du pouvoir de vivre en propre. En revanche, plus largement, il faut interroger l'ensemble des leviers de financement de la transition, et en ce sens, réfléchir sur la finance est essentiel. Je veux bien, Sandrine, si c'est possible, apporter aussi quelques éléments là-dessus. Oui, bien sûr. On a travaillé notamment avec l'organisation qui s'appelle FAIR, donc qui est la fusion entre Finansol et l'Impact Invest Lab, qui est un de nos membres qui travaille précisément sur la question et de la finance solidaire pour le coup, et de l'investissement. On a formulé plusieurs propositions. Je pense qu'il y a un agenda européen qui est déjà aussi important sur ce sujet, avec la création un travail sur la taxonomie sociale des investissements. On a déjà eu une taxonomie verte et qui était quand même assez éloignée des objectifs qu'on pouvait se fixer, notamment pour réguler tout ce qu'on appelle l'investissement responsable, et qui n'a aujourd'hui pas énormément mis à part les critères ESG, qui n'a quand même pas des critères qui sont extrêmement exigeants en fait en matière d'investissement. Donc nous, on porte quand même le fait que le centre de gravité
de cet investissement puisse se positionner autour des spécificités de l'économie sociale et solidaire, ce qui éviterait par exemple qu'une grande partie de l'ISR d'un certain nombre de nos organismes soit allée chez Orpea dans les dernières années et qu'on puisse mieux réguler cet investissement-là. Et deuxième chose, il y a quand même une vraie question de l'augmentation et de la question de comment on intègre le coût environnemental au sein des calculs de rentabilité de l'investissement, puisque aujourd'hui on a quand même un investissement qui est principalement sur du court terme, de la rentabilité courte et peu de réflexion et donc sur du risque assez élevé. Et donc on voudrait réinverser un peu cette logique. L'investissement par exemple dans l'économie sociale est extrêmement sûr, très peu risqué. Par contre, il a un rendement faible vu qu'il y a une lucrativité limitée. Donc, interroger cette norme-là est aussi une bonne façon de réorienter l'investissement vers un investissement durable. En tout cas, c'est le sens de nos propositions. Donc, vous avez dans l'orientation 3, la proposition 3, orienter l'investissement vers l'ESS. Merci beaucoup de ce complément. Effectivement, c'est un volet très important à repréciser ici. Vous regardez aussi que dans le fil de discussion, indépendamment des questions, nous avons pour certains remis des éléments sur les liens qui ont été présentés ce matin. Il y a une petite question pour l'Armée du Salut sur la légende des couleurs de la grande carte internationale. Éric et Florence, que vous avez commenté tout à l'heure, est-ce que vous pouvez préciser juste la légende des couleurs, s'il vous plaît? Ça va être les grandes régions qui divisent toute l'armée internationale sur les 132 pays. L'armée du salut, elle est divisée en 5 zones. Donc, les couleurs viennent de ces zones-là, mais ça n'a pas une grande influence. Que l'Inde soit en bleu et qu'on retrouve, par exemple, le Chili en bleu également, c'est uniquement axé sur une vague monde qui permettait aux uns et aux autres de s'y retrouver. Voilà. D'accord, ok. Merci pour cette précision. Alors, on a une question de Max Thillet-Dubulet qui nous dit « Bonjour, partagez-vous la proposition de la Coalition de la Générosité de créer un statut d'entreprise à gestion désintéressée avec des règles fiscales et de gouvernance adaptées aux contraintes d'une activité économique sans but lucratif ?» Donc, je ne sais pas qui voudrait répondre au nom de la Coalition de la Générosité ou si parmi nos intervenants, ce statut, cette suggestion de statut vous inspire. Qu'aujourd'hui, dans l'ESS, on est dans le monde ce qu'on appelle le monde du non-profit, avec des process de décision collectifs. On n'est pas dans le monde du non-profit exactement, parce que le non-profit organization est une définition internationale sur le non lucratif pur. Donc là, ça sera plutôt la définition des associations. Oui. Il y a déjà des organisations, alors je ne sais pas quelle est la proposition exacte, je crois que Nicolas est aussi là peut-être dans la discussion, mais il y a des organisations dans l'ESS qui ont des activités commerciales, voire des activités économiques qui emploient, qui vendent des produits, mais qui ont un but non lucratif, ce qui ne veut pas dire que fiscalement leurs activités sont non lucratives, il y a bien une différence entre les deux. Et pour vraiment préciser cette différence, c'est qu'une activité commerciale lucrative, c'est juste qu'elle produit du bénéfice. Par contre, si la structure est non lucrative, c'est que l'ensemble de ce bénéfice est réinvesti en interne. Quand je dis l'ensemble, c'est tous les euros de ce bénéfice. C'est le cas d'une association qui ne peut pas rémunérer ses adhérents sur le bénéfice qu'elle produit. Par contre, une association peut vendre des biens et des services et faire du bénéfice pour pouvoir recruter, se développer, acheter des locaux, acheter du matériel, etc. Donc, nous portons dans l'économie sociale cette double limitation de la lucrativité et la non-lucrativité, donc la gestion des intéressés, et la lucrativité limitée, ce qui veut dire que les entreprises, c'est la majorité de leur rendement, donc au moins la moitié des excédents qui sont réinvestis en interne. C'est le cas de toutes les coopératives, par exemple, de toutes les mutuelles d'assurance, etc., etc. Et les mutuelles de santé sont non lucratives, comme les associations. Voilà. Pour vous donner un état des lieux, donc nous portons complètement ça, et nous le portons même à l'échelle européenne, en demandant une nouvelle définition de l'entreprise sociale, puisqu'elle n'existe pas aujourd'hui, à part l'entreprise non lucrative, il n'existe pas de définition de la lucrativité limitée, et c'est un des points que nous portons au sein de SS France en coalition avec l'ensemble de nos membres sur ce sujet, justement pour essayer qu'il n'y ait pas le secteur marchand lucratif d'un côté et de l'autre les organisations non lucratives, mais qu'on puisse trouver un juste milieu dans une économie plus responsable et sobre. Mais Jean-Marc, je crois que tu demandes la parole, tu vas être plus précis que moi en tant que membre de notre gouvernance. C'est bien placé. Oui, complètement. Merci beaucoup, Marthe. C'est vrai que le CFF est membre fondateur et membre du bureau et du conseil d'administration de l'ESS France, et nous exprimons dans cette instance la voix des fonds et fondations, donc la voix de vous qui êtes autour de cette table virtuelle.
le CFF est très attaché, avec le mouvement associatif d'ailleurs, à l'importance de rester ancré sur des structures, le caractère d'intérêt général et du non lucratif pour notre secteur est absolument vital. Et donc, c'est vrai que nous sommes peu enclins à promouvoir les zones grises intermédiaires, en tout cas de notre secteur, car le régime de faveur fiscale, tel que le dit Bercy, de notre secteur, est extrêmement dépendant de cela. Et beaucoup de questions qui arrivent, notamment dans les médias, sont souvent sur ces zones intermédiaires, ces zones grises. Et donc, pour notre secteur, il est fondamental de réaffirmer son ancrage strict et entier, exclusivement dans l'intérêt général. Il y a bien sûr le monde lucratif, il peut y avoir peut-être par ailleurs des zones un peu intermédiaires, mais il nous semble important de ne pas trop mélanger les sujets, parce qu'au bout d'un moment, si tout est dans tout, on finit par avoir des problèmes. Et on est déjà à des moments où le grand public ne lit pas toujours ce que c'est qu'une entreprise à mission, un fonds de pérennité, toutes ces structures un peu hybrides qui essayent d'utiliser la réputation et l'intégrité des acteurs d'intérêt général en mélangeant avec un peu d'autres choses. Et bon, voilà, ça se fait bien sûr toujours souvent en très bonne intelligence et pour le bien collectif. Mais pour ce qui est du CFF, nous restons très fortement attachés à l'ancrage strict de notre secteur dans l'intérêt général, pour ne pas voir risquer qu'il y ait une mauvaise compréhension de ce qu'on fait. On est très attaché à ça, et néanmoins, bien sûr, on supporte les travaux de SS France. Ok, merci beaucoup. Je vois qu'on est en train vraiment de dépasser le chronomètre. En tout cas, merci à nos intervenants, merci aux questions. Espérons que toutes les propositions qu'on a partagées ce matin seront entendues par les candidats. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Béatrice pour la conclusion et les prochains rendez-vous. Merci à tous. C'était vraiment une session formidable et très enrichissante. Donc voilà, notre prochain réveil climat, ce sera donc le 12 mai sur biodiversité et climat, le 14 juin sur climat et océan, et le 7 juillet sur art et climat. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, de vous inscrire à l'atelier des fondations, donc qui aura lieu du 6 au 8 avril à Annecy, et il y aura une grande demi-journée consacrée à tous ces enjeux climatiques. Donc, et le thème central, est être ensemble le temps d'après. Donc, je crois qu'on en a vraiment tous besoin. Et ça va être 3 jours absolument porteurs. Donc, voilà. Ensuite, on vous a mis juste quelques liens pour, si vous voulez voir le contenu des programmes des candidats sur ces sujets. Et voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous. Merci pour vos questions. Merci pour vos interventions. C'est toujours formidable. Au revoir. Au revoir. Au revoir.